Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo spécialement consacrée au Barça et on va se concentrer sur l'attaque. Je vais vous dire pourquoi je suis très optimiste quant au rendement offensif de l'équipe lors de la saison prochaine. Avant de commencer, une précision importante. Je pars du principe où Nico Williams va bel et bien signer au Barça. Évidemment, pour l'instant, ce n'est pas encore officiel, mais quand on regarde la déclaration de Laporta où il dit publiquement que le Barça est en capacité de signer Nico Williams, on voit que Javier Tebas aussi a confirmé ses propos. On voit aussi que les joueurs du Barça ont beaucoup parlé de lui en disant très clairement qu'ils veulent qu'il signe au Barça. Je fais référence notamment à Lamine Yamal et Pedri. Tout ça me fait dire que c'est quand même assez clair. On voit beaucoup d'informations confirmées aussi par Fabrizio Romano, etc. Alors évidemment, tout peut arriver, hein. C'est totalement possible qu'il ne signe pas au club, mais en tout cas, soyez sûr d'une chose, c'est que si jamais il ne signe pas au Barça, vous allez m'entendre. Je vais beaucoup parler et je pense que la direction va prendre cher. Et c'est pas que parce que c'est Wartok qui va parler, non, je suis personne. Mais c'est parce que ce serait un énorme échec en termes de com, en termes encore une fois d'image du club, et puis en termes de compétitivité pour la saison prochaine et par rapport au projet Barça même. Ce serait vraiment une catastrophe à tout point de vue. Donc maintenant, voilà, on leur dit ça, on va parler du sujet de la vidéo. Et déjà, le premier point pour être optimiste, c'est par rapport aux joueurs présents. Parce qu'évidemment, Lamine Yamal, lors de cet Euro, a passé un cap dans sa carrière. On savait très bien que c'est un joueur hyper talentueux, mais là, il l'a confirmé. Parce que l'Euro qu'il a fait, ça fait partie tout simplement des grandes performances que très peu de joueurs dans leur carrière ont pu faire, tout simplement. Il a été très très important pour l'Espagne, très décisif, et il a été hyper régulier tout le long de la compétition. Il montre encore une fois qu'il gère très très bien la pression, parce qu'on voit beaucoup de joueurs hyper talentueux, mais quand ils arrivent dans les grandes échéances, ils se perdent un petit peu. Avec le Barça, ça n'a pas été le cas, et maintenant avec l'Espagne non plus. Donc on voit que peu importe le style de jeu proposé par l'équipe, s'il a plus de liberté ou non, il arrive toujours à briller et à aider au mieux son équipe. Donc Lamine Yamal déjà, deuxième saison en pro, on va en attendre, on sait très bien que c'est un joueur qui peut faire très très mal. Ensuite, Nico Williams, évidemment, s'il signe, ça fera beaucoup de bien, mais je pense qu'ici c'est vraiment un transfert hyper important dans le sens où déjà on sait que son intégration pourra se faire rapidement avec le style de jeu du Barça, avec les joueurs qu'il connaît déjà pour la plupart, mais aussi surtout parce que ça fait des années et des années qu'il y a un gros manque à ce poste. En soi, c'est simple. Depuis le départ de Neymar, on n'a toujours pas trouvé un ailier gauche qui fait de grosses différences individuelles et qui arrive pleinement à apporter satisfaction. Donc Nico Williams, lui, pourrait faire beaucoup de bien. Je ne dis pas qu'il va apporter tout autant que Neymar ou le faire oublier ou quoi que ce soit. Ce n'est pas là vraiment où se situe le plus important. Mais en tout cas, il faut un joueur de ce profil-là, à ce poste-là, dans cette zone-là. Donc Nico Williams va faire beaucoup de bien, assurément. Et puis, Lewandowski. Certes, il a fait une saison qui n'a pas du tout été bonne en termes de production, parce qu'en termes de but, à la limite, ça va encore, ce n'est pas non plus mauvais, mais dans la production, ce n'est pas assez bon. Dans les gros matchs, il n'a pas toujours été présent encore une fois. Maintenant, ça reste quand même un attaquant qui t'apporte des garanties de but, et je pense que quand il a deux ailiers aussi performants, là, il n'a aucune excuse pour performer. On sait très bien que là, il sera servi, on sait que là, il aura moins d'occupation sur lui, beaucoup plus de danger sur les côtés, donc il aura un contexte très très favorable, surtout avec un coach qui le connaît très très bien. Parce qu'on a vu pas mal de fois Lewandowski critiquer un petit peu le jeu de Xavi, disant que le jeu n'est pas assez offensif, etc. Là, avec Flick, ça a super bien marché. Si ça ne fonctionne pas, c'est vraiment de sa faute et je pense vraiment qu'il pourra un petit peu réélever son niveau de jeu. Maintenant, pour terminer, il y a aussi un joueur dont on évoque très peu, c'est Rafinha. Moi, je l'ai toujours dit. Selon moi, il faut le vendre. Parce que d'un point de vue économique, c'est le moment parfait pour récupérer un maximum d'argent. Maintenant, on ne va pas se le cacher. Si Rafinha reste au Barça, c'est ce qui devrait arriver, dans un rôle où il ne sera pas forcément un titulaire important, c'est quand même du luxe. Parce qu'un joueur comme ça sur le banc, on sait qu'il peut apporter beaucoup et qu'à certains moments de la saison pourra faire souffler que ce soit Lamine Yamal ou Nico Williams et jouer en tant que titulaire, apporter dans un rôle totalement différent et faire aussi beaucoup de bien. Donc là, tu as vraiment pas mal de joueurs offensifs qui peuvent être très très bons. Et dans un premier temps, ça, il faut le mentionner parce que peu importe le style de jeu du coach, peu importe ce qu'il veut mettre en place, si tu as des joueurs d'une telle qualité, forcément, ça va te faciliter la tâche. Et ça fait que le Barça sera beaucoup plus dangereux. Ça fait longtemps, en tout cas, qu'on n'avait plus eu deux ailes aussi fortes, avec un ailier droit et un ailier gauche qui font de grandes différences individuelles et qui sont très très forts. C'est banal, normalement au Barça on devrait avoir ça chaque année, mais ça n'a pas été le cas depuis très très longtemps, et donc rien que par rapport à ça, il y a de quoi être optimiste. Maintenant évidemment, ma réflexion ne s'arrête pas là. Ce que j'aimerais dire dans un premier temps, c'est que Hansi Flick
pourrait maximiser le potentiel de ses joueurs, en tout cas en attaque. Parce que déjà, je le dis souvent, Hansi Flick est un coach qui porte beaucoup d'importance à ses ailiers. Il a dit encore une fois lors de son interview pour le Barça que ses ailiers doivent marquer des buts. Il ne veut pas des ailiers simplement qui fassent des différences en termes de 1 contre 1 dans le dribble. Non, ils veulent aussi qu'ils terminent les actions et qu'ils soient présents dans la surface pour terminer justement ces actions-là. Et ça, c'est important parce que Xavi a une autre vision à ce niveau-là. On l'a vu constamment avec des ailiers qui collent la ligne et qui doivent tout simplement étirer le jeu pour faire des différences en 1 contre 1. C'est une vision assez classique du jeu de position et ça fait que souvent les ailiers sont un petit peu bridés. Le meilleur exemple, c'est Lamine Yamal. On l'a beaucoup de fois vu assez esselé. Il y a quelques matchs où il avait reçu très peu de ballons et n'a pas été assez influent dans le match. Tout l'inverse de ce qu'on a vu avec l'Espagne lors de l'Euro, où il a été beaucoup plus libre et quelquefois, notamment face à la France, il a pu jouer de manière beaucoup plus axiale. Et avec un latéral comme Carvajal qui prenait le couloir, en tout cas lui était beaucoup plus libre et à ce moment-là il pouvait terminer les actions, faire les passes les plus dangereuses, marquer un but notamment. Et donc par rapport à ça, pour moi c'est très 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 important. On a vu qu'au Barça il y avait un manque en termes de joueurs pour jouer en tant qu'ailier. On a vu pas mal de rôles hybrides, notamment avec les latéraux. On a vu beaucoup de choses, mais ça a fait qu'au final, les ailiers, rarement, ils étaient vraiment impactants dans le dernier tiers. Ici, avec Hansi Flick, ça prend tout son sens parce qu'il y a 2 joueurs hyper talentueux comme Nico Williams et Lamine Yamal, et même Rafinha, qui, sous Xavi, justement, quand il a véritablement explosé, ou en tout cas fait ses meilleurs mois au Barça, c'est quand il a joué côté gauche, mais dans le demi-espace. Avec notamment Cancelo qui prenait l'aile, et lui, il était beaucoup plus proche de Lewandowski, avec un rôle où il devait simplement prendre la profondeur et avait beaucoup plus de chances de marquer parce qu'il était plus proche de la surface. Et c'est là où il a été meilleur. Parce que Rafinha, quand tu lui demandes de dribbler, de faire des différences en 1 contre 1, on voit beaucoup de limites dans son jeu. Mais quand tu lui demandes simplement de jouer de sa vitesse et de marquer des buts parce qu'il a une très bonne qualité de frappe, là, forcément, il est beaucoup plus intéressant. Et quand tu regardes des joueurs comme Lamine Yamal, Nico Williams, qui savent un peu tout faire, si tu leur donnes cette liberté de rentrer plus dans le jeu, on a vu par exemple lors de l'Euro, Nico Williams sait combiner dans les petits espaces. Il est très dangereux dans cet aspect-là du jeu, comme aussi peut prendre la profondeur avec de grands espaces. Lamine Yamal est un génie, je ne vais pas non plus le présenter, mais donc par rapport à ça, vraiment c'est une très très bonne nouvelle. Maintenant, ça te libère encore plus d'options. Si on prend du recul, un joueur comme par exemple Gundogan va être encore plus dangereux avec des ailiers aussi dangereux, aussi percutants sur les 2 ailes. Parce que en soi, Gundogan, on sait très bien qu'à City, c'est un joueur qui marquait beaucoup de buts. Pourquoi il marquait autant? Parce que c'est un joueur qui n'était pas le danger principal. Il y avait un numéro 9 très impactant, d'autres milieux de terrain, des ailiers aussi très très forts. Et quand Gundogan arrivait de la seconde zone, on l'oubliait un petit peu. Il arrivait à marquer de par son intelligence de jeu, son placement. Et c'est là, encore une fois, il va être dangereux avec le Barça. Parce qu'au final, il a dû être beaucoup trop important et faire un peu plus que ce qu'il fait d'habitude avec le Barça à son passé. Mais je suis persuadé qu'il pourrait faire encore mieux si jamais l'attaque est encore plus saine, fonctionne encore mieux. Là, il va encore s'embellir, faire plus de passes décisives et marquer plus de buts, alors que déjà, sa première saison a été assez productive. C'est la même chose pour un joueur comme Fermin Lopez qui a déjà su briller alors que l'effectif était assez chaotique par moment. Là, encore une fois, il pourrait encore s'embellir. Un joueur comme Cancelo, pour moi, serait hyper gagnant parce que lui, par exemple, il a eu un rôle où il devenait ailier gauche avec ballon. Il était quand même très loin du but. Là, je pense qu'il pourra un peu plus se rapprocher s'il a plus de liberté sous Hansi Flick, par exemple. Et puis un cas selon moi qui est ultra intéressant, c'est celui de Pedri. On a toujours répété qu'il devait beaucoup plus tenter sa chance, frapper de loin et essayer de marquer plus de buts, se rapprocher de la surface. Maintenant, si on l'a autant répété, c'est parce que l'attaque du Barça a été trop peu efficace et donc il fallait trouver d'autres buteurs dans l'effectif. Maintenant, si jamais Lewandowski fait sa saison, si jamais Lamine Yamal et Nico Williams arrivent tout simplement à apporter beaucoup de danger sur les 2 ailes, à ce moment-là, on va demander moins de choses à Pedri. Si jamais il arrive simplement à les servir, ce sera suffisant. Un petit peu comme Iniesta et Xavi au final. Après, il y avait Messi qui plantait minimum 50 buts par saison, donc c'est un petit peu différent. Mais dans l'idée, ça se rapproche. À moindre mesure, évidemment. Mais si jamais l'attaque est efficace, les joueurs mettent leur but et font une bonne saison dans l'ensemble, Pedri, on va simplement lui demander de créer le jeu et d'être plus présent à la passe qu'à la finition. Donc au final, être plus présent sur ce qu'il sait faire de mieux sur un terrain. Et donc par rapport à ça, c'est ultra positif pour tout le monde. C'est là qu'on comprend qu'avoir une attaque
vraiment forte, bah, ça réussit au milieu de terrain qui aura un peu moins de poids et de responsabilité. Et puis tout le monde pourra jouer tout simplement sur ses forces et ne pas devoir se dénaturiser. Et donc maintenant, par rapport à tout ça, ce que j'aimerais dire, c'est que là, on voit énormément de positifs. Maintenant, il faut quand même faire attention. Parce qu'il y a beaucoup de doutes aussi dans cette attaque-là qui n'a pas non plus énormément de certitude. Dans un premier temps, Lewandowski est en fin de carrière. Comme je vous l'ai dit, il sort d'une saison mauvaise. Là maintenant, il n'a aucune excuse. Il aura deux ailiers véritablement très très dangereux à ses côtés, qui feront beaucoup de différence, qui vont le mettre dans les meilleures conditions. Ça, on le sait. Maintenant, par rapport à ça, bah, il y a aussi Hansi Flick qui pourrait lui faire beaucoup de bien. Mais si jamais il rate encore ses contrôles, si jamais il va encore faire le numéro 10 qui redescend et essaye de créer le jeu, bah, ça va pas non plus l'aider. Et tout ça, bah, c'est pas non plus assuré que Lewandowski arrive encore une fois à élever son niveau à 36 ans. Ensuite, au niveau de Lamine Yamal, certes, c'est un talent extraordinaire, je ne cesse de le répéter, j'ai fait beaucoup de vidéos à son sujet pour en parler parce qu'il me fascine ce joueur-là. Maintenant, il vient à peine d'avoir 17 ans. Encore une fois, il a fait une saison à 16 ans où il a enchaîné plus de 60 matchs. Il faudra voir rien que d'un point de vue physique comment il va pouvoir enchaîner. Et puis ensuite, si jamais il a une période un peu moins bonne, bah, c'est totalement humain. Donc il faudra aussi l'envisager potentiellement, en tout cas, ce que je dis et ce qui est sûr et certain, il ne faut pas qu'il enchaîne tous les matchs du début jusqu'à la fin de la saison. Il va falloir aussi lui laisser un petit peu de repos et ne pas le cramer. Et puis, pour terminer, Nico Williams, quoi qu'on en dise, son talent est présent, il est très très fort, il a prouvé lors de l'Euro, il a fait de gros matchs aussi avec Bilbao, ok, mais ce serait quand même sa première saison au Barça, malgré le fait qu'il pourra s'intégrer assez facilement avec les joueurs qu'il connaît, le style de jeu qui lui correspond. Ben, par rapport à tout ça, ça reste quand même une inconnue. Il faudra voir comment il va gérer la pression. C'est différent quand tu joues avec l'Espagne, quand tu joues en club avec le Barça, où tu seras suivi semaine après semaine. Le format tournoi est totalement différent. Et puis, il va tout de même découvrir, par exemple, la Ligue des Champions. Tout ça, ce n'est pas anodin. Donc, par rapport, encore une fois, à toutes ces choses-là, on peut encore avoir des doutes. Ce n'est pas non plus une attaque qui t'assure énormément de buts et tu es persuadé que ça va forcément fonctionner. Moi, j'y crois fortement. Maintenant, il y a quand même pas mal de points où je me dis que c'est quand même assez délicat. Et puis, encore une fois, si jamais il y a des blessures, ça va être compliqué. Déjà, si Lewandowski se blesse, qui va jouer au poste de numéro 9? Aujourd'hui, on comprend que c'est Ferran Torres certainement qui va être son remplaçant. Ce n'est pas vraiment son poste, c'est un profil totalement différent qui t'apporte très peu de garanties. Pour moi, aujourd'hui, Lamine Yamal est un joueur qui fait énormément de différence, mais s'il ne joue pas, ben, comme je l'ai dit, Rafinha peut t'apporter dans un style différent, mais dans le registre de Lamine Yamal, il n'a pas vraiment d'équivalent, voire pas du tout au Barça. Un joueur qui fait autant de différence balle au pied et qui peut aussi à la fois créer le jeu, il n'y a pas ça parce que même Nico Williams peut faire beaucoup de différence balle au pied, ok, mais créer beaucoup moins le jeu que Lamine Yamal. Donc par rapport à tout ça, tu comprends que ces trois joueurs qui sont très forts, quand ils seront à 100%, ça va être très très bien. Maintenant, quand ils ne seront pas là, bah là, il y aura des options beaucoup moins dangereuses. Et donc par rapport à ça, on comprend que l'effectif n'est pas encore assez armé pour faire une grosse saison. En tout cas, il y a beaucoup de facteurs qui pourraient faire perdre beaucoup de force à cette attaque-là. Donc, j'aimerais dire au final, pour conclure, qu'il y a beaucoup d'espoir qu'on pourrait avoir. On pourrait vivre de beaux moments, voir de belles actions, de beaux buts et peut-être voir une équipe encore plus compétitive que la saison passée. En tout cas, ce serait le minimum de choses qu'on pourrait espérer. Mais par rapport à tout ça, il y a aussi beaucoup de points sur lesquels on pourrait douter ou en tout cas se dire qu'il y a pas mal de freins. Faut pas non plus trop vite rêver. Je vois pas mal de gens sur les réseaux dire qu'on va gagner avec des champions, etc. Je pense que les supporters s'enflamment beaucoup trop vite. Il faudra voir sur le terrain ce que ça va donner dans un premier temps. Mais ensuite, il y a beaucoup de choses qu'il nous faut un petit peu rêver, mais beaucoup de choses aussi qu'il nous faut revenir sur terre. Regardez par exemple Ansu Fati, encore une fois, il s'est blessé lors d'après-saison. Beaucoup de gens se sont assez vite excités sur lui en disant que voilà, il revient, préparation physique adaptée aux joueurs, etc. Au final, il s'est déjà blessé. Et on comprend qu'au Barça, voilà, il y a quand même une malédiction qui continue à s'instaurer. En tout cas, des joueurs qui sont très fragiles, peut-être mal entraînés. Je ne sais pas, mais en tout cas, il y a quelque chose qui ne va pas et ça se confirme saison après saison. Donc voilà, personnellement, je reste optimiste, mais j'aimerais surtout qu'on reste mesuré. On verra ce qui va se passer lors de la pré-saison et surtout lorsque la saison va démarrer pour de bon. Je vous laisse là-dessus, puis sinon moi je vous dis peace.